Il est midi à Tel Aviv, mardi 19 janvier 2016. Bonjour à tous, bienvenue sur I24 à la une de l'actualité. La traque est terminée, il n'a que 15 ans et avait poignardé à mort une mère de famille devant ses enfants. Le terroriste palestinien Otniel a été neutralisé plus de 30 heures après son geste. Nous serons sur place dans un instant. Et puis en plein bras de fer diplomatique entre Israël et l'Union européenne, Manuel Valls monte au créneau. Le Premier ministre envisage des mesures contre les manifestants du BDS, ces militants pro-boycott des produits israéliens. C'est sa vérité et vous la trouverez en librairie lundi prochain. Nicolas Sarkozy sort un premier livre préparé dans le plus grand secret. L'ouvrage très personnel revient sur ses erreurs comme sur ses réussites. Le chef des Républicains au plus bas dans les sondages lance son opération Reconquête. Et puis la gestion des migrants par l'Europe est un échec catastrophique. C'est la conclusion du rapport 2015 de Médecins sans frontières. Dans ce journal, 2 cas particuliers en Grande-Bretagne, les musulmanes obligées de parler correctement l'anglais sous peine d'expulsion. En Norvège, des cours de respect pour les réfugiés. Enfin, tous les écoliers le connaissent et ont lu son vendredi. Michel Tournier, figure de la littérature française du XXe siècle, est mort à l'âge de 91 ans. Bienvenue à tous. C'était l'homme le plus recherché d'Israël depuis 36 heures. Il a été neutralisé à l'aube. Mourad Haïdaïs n'a que 15 ans. Cet adolescent palestinien avait poignardé à mort une mère de famille dans la localité d'Otniel. La traque est donc terminée. Maxime Pérez. Il est environ 5 heures du matin. L'armée israélienne vient de pénétrer dans le village palestinien de Beth Imra. Le raid est mené avec l'appui des services de renseignement du Shabak. À l'image, les commandos d'Ouvdevan, habitués aux opérations coup de poing. En quelques minutes, les militaires atteignent la maison du terroriste, qu'ils encerclent. Chacune des entrées est sécurisée. Les forces spéciales peuvent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Dernières instructions avant que l'unité ne fasse irruption dans la chambre à coucher du meurtrier de Daphna Meir. Le terroriste sera cueilli dans son lit. Mourad Adias, un adolescent palestinien de 15 ans jusqu'ici inconnu des services de sécurité. Il leur aura fallu moins de 30 heures pour appréhender le jeune suspect. Menée par des centaines d'hommes, la traque de l'armée israélienne s'était concentrée dans la région sud de Hébron, en particulier autour des 4 villages palestiniens qui ceinturent l'implantation juive d'Otniel. Lundi, le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait juré que le meurtrier de Daphna Meir serait appréhendé tôt ou tard. Son mari et ses 6 enfants orphelins peuvent désormais entamer leur deuil. Et justement, on se dirige vers la localité d'Otniel, devant la maison de celle qui a été assassinée par cet adolescent. On vous retrouve sur place, Mathias Inbar. Quel est l'état d'esprit de la population 2 jours après ce terrible assassinat ? Oui, Barbara, nous nous trouvons donc devant cette maison où Daphna Meir a été assassinée. Je peux vous dire ici, l'ambiance est partagée, l'état d'esprit est partagé entre ceux qui finalement se disent apaisés après l'arrestation cette nuit donc de l'auteur de cet attentat, ce Palestinien de 15 ans, et d'autres finalement, surtout les amis proches de la victime, de la famille de la victime, disent finalement combien, ils se posent la question de savoir combien d'autres Palestiniens de 15 ans habitent dans les villages avoisinants, combien de candidats potentiels au terrorisme. Voilà le sentiment ici à Otniel ce matin. Et puis visite remarquée ce matin dans ce petit village de Cisjordanie, celle du Premier ministre. Oui, visite remarquée du Premier ministre Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, nous n'avons pas pu approcher cette maison. Tout était quadrillé, fermé, clôturé. Et le Premier ministre, effectivement, a tenu à se déplacer ici, dans cette localité. D'ailleurs, selon nos propres informations, il est resté bouche bée devant la manière dont le terroriste palestinien a pénétré dans ce village et resté quasiment quelques minutes. Je vais demander à mon caméraman de vous montrer la maison en construction ici. Il est resté quelques minutes avant, finalement, quelques secondes plus tard, venir taper à la porte de la famille Meir et de commettre son acte. Il est apparu très plein de sentiments, plein d'émotions, Benjamin Netanyahou, devant l'ampleur de ce drame.
Merci Mathias depuis Otniel. Et cela fait donc 4 mois qu'Israël est confronté à cette vague terroriste. Intifada, des couteaux meurtrières, pas un jour sans attaque. Et les responsables sécuritaires et politiques semblent incapables de l'endiguer. Pour le chef d'état-major, pas question par exemple d'instaurer un bouclage des territoires palestiniens. On écoute Gadi Eisenkot. L'un de nos grands défis est de préserver la sécurité et le sentiment de sécurité des habitants de Judée-Samarie face à cette escalade de violence. Nous devons combattre ce terrorisme de manière créative et rusée, d'une nouvelle manière, de sorte à trouver la parade à ces attaques au couteau et à l'arme automatique. De la même façon, nous devons préserver l'espoir et ne pas empêcher la population palestinienne de vivre normalement, de subvenir à ses besoins. Nous commettrions une erreur d'imposer des couvre-feux, des bouclages et empêcher ces gens de venir travailler en Israël. Cela serait contraire à notre intérêt. Alors Maxime Perez, on vient de le voir, 4 mois de violence et pas vraiment de solution à l'horizon. Non, pas de remède au terrorisme malheureusement, et même une situation qui pourrait se poursuivre encore de longues années, du propre aveu du chef d'état-major de Tzahal, Gadi Eisenkot. Pourquoi ? Parce que finalement les violences et ces attentats anti-israéliens en Cisjordanie sont une constante depuis de très longues années. Ça ne date pas du mois d'octobre avec des pics de violence plus ou moins élevés. Alors face à cette situation, l'objectif de l'armée, c'était évidemment de déjouer autant que possible des attentats ou des tentatives d'attentats en Cisjordanie à travers des actions préventives comme on en voit chaque nuit, ces arrestations de suspects palestiniens et surtout aussi de contenir les violences actuelles, autrement dit d'éviter une aggravation de la situation sécuritaire. Voilà, et c'est précisément ça, la seule satisfaction finalement de l'armée israélienne, c'est que cette vague de violence se maintienne à ce même niveau. Oui, c'est une véritable entorse aux tentatives du Hamas, notamment de chercher à militariser cette intifada des couteaux, comme on l'appelle maintenant depuis le mois d'octobre, avec, on l'a vu dans les années 2000, ces attentats kamikazes, ces attaques à l'arme automatique, ces embuscades meurtrières que cherche à rééditer le Hamas et d'autres factions radicales palestiniennes. Mais vous l'avez entendu, pour combattre le terrorisme, il ne suffit pas évidemment de mener des arrestations. Il faut surtout éviter d'infliger des punitions collectives à la population palestinienne, comme ces interdictions faites aux travailleurs de se rendre en Israël ce matin, ce qui a participé au calme relatif en Cisjordanie ces dernières années. Barbara, c'est la croissance économique due au soutien de la communauté internationale, des projets de développement, du travail, y compris en Israël, et évidemment la coopération avec l'autorité palestinienne à laquelle tient énormément Tzahal. Difficile équilibre dans ce climat de violence. Merci Maxime. Et face à cette situation, les Israéliens sont donc résignés finalement à pleurer leur mort. C'est hier qu'ont eu lieu les obsèques de Daphna Meir. Elle était âgée de 38 ans. Elle était mère de 6 enfants. Maëlle Benoliel était sur place. Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le Yishuv d'Otniel, ou presque, rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle devant ses enfants. Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrai plus lui parler, plus lui téléphoner. Il y avait tellement de vie en elle. Elle avait toujours quelque chose à dire et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc ou prendre son café avec moi. Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel, avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Beersheva. C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. On se connaît tous, on vit ensemble depuis longtemps et pour longtemps. Et ici à Otniel, dans le sud de Har-Hevron. Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. Je tenais à soutenir la famille. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas. C'est très triste.
Cette nouvelle victime porte à 28 le nombre d'Israéliens morts dans des attaques commises par des Palestiniens depuis le 1er octobre 2015 et le début de ce que certains appellent l'intifada des couteaux. Voilà, et on reste en Israël, cette fois au chapitre diplomatique. Une sortie qui a déclenché l'ire du Premier ministre. Elle est signée Dan Shapiro, ambassadeur des États-Unis en Israël. Il a parlé hier du double standard des politiques israéliennes en Cisjordanie. On l'écoute. Nous sommes préoccupés et perplexes face à la stratégie d'Israël en matière d'implantation. Dans l'optique d'une solution à deux États, il sera de plus en plus difficile à y parvenir si Israël continue à créer ou à grandir des implantations. Certaines implantations isolées ont été légalisées par Israël malgré l'avis contraire des États-Unis, alors que les démolitions de constructions palestiniennes illégales continuent. Il y a aussi des questions qui se posent autour de la politique sécuritaire. Trop d'agressions de Palestiniens ne reçoivent pas de réponse de la part des autorités israéliennes. Il y a également des actions d'autodéfense qui ne sont pas contrôlées. Et il semble qu'il y ait deux standards législatifs, un pour les Israéliens et un pour les Palestiniens. Et puis du côté de l'Union européenne, on tente par tous les moyens, là aussi, de contester l'existence des implantations. L'Union européenne a voté pour le boycott des produits en provenance de Cisjordanie. Tous les accords conclus entre l'État hébreu et l'Union européenne n'incluront donc plus les produits fabriqués derrière la ligne verte. Voilà pour ce vote. Et en plein bras de fer diplomatique entre Israël et l'Union européenne, Manuel Valls qui monte au créneau en faveur d'Israël. Le Premier ministre français envisage des mesures contre précisément ces manifestations du BDS. Dror, vous revenez pour nous sur ces déclarations faites hier soir. Oui, des déclarations tenues devant une structure qui s'intitule les Amis du CRIF, où le CRIF invite des personnalités politiques ou issues du monde intellectuel pour débattre de sujets de société. Emmanuel Valls a été très clair sur la question des manifestations en faveur du boycott. Le boycott, vous savez, Barbara, la France est l'un des rares pays à avoir interdit, à avoir mis hors la loi le boycott d'Israël ou des produits fabriqués en Israël exportés vers l'Europe. On va écouter tout de suite Manuel Valls. Alors voici cette déclaration en tout cas. Alors, je pense que les pouvoirs publics doivent changer d'attitude vis-à-vis de ce type de manifestations, donc les manifestations anti-israéliennes. On est passé également à Valls de la critique d'Israël à l'antisionisme et de l'antisionisme à l'antisémitisme. Je pense que nous allons prendre des dispositifs, mais toujours dans l'état de droit, précise le Premier ministre français, qui doit montrer que ça suffit et qu'on ne peut pas tout se permettre dans notre pays. Le problème, c'est que c'est pas plus précis que ça. C'est un petit peu flou, parce que Valls a dit dans le même moment qu'il ne s'agissait pas d'interdire purement et simplement ces manifestations anti-israéliennes. Voilà, des propos remarqués également en plein débat sur la laïcité. En France, on a beaucoup parlé du port de la kippa la semaine dernière, par exemple. Alors voilà, des propos qui sont tenus dans un contexte très sensible en France, après l'agression d'un enseignant juif à Marseille et cette polémique sur le port de la kippa. Manuel Valls qui s'est exprimé d'une manière très claire sur une polémique qui déchire en fait la gauche française et qui déchire plus largement le camp laïque en France. Quelle attitude doit-on adopter par rapport à l'islam? Et dans ce contexte-là, le président d'une structure importante qui s'appelle l'Observatoire national de la laïcité, Jean-Louis Bianco, ancien ministre socialiste, avait signé des pétitions avec des organisations considérées comme proches des islamistes. Et il s'en était pris, Jean-Louis Bianco, en des termes très, très virulents, à Elisabeth Badinter, la philosophe, qui avait déclaré récemment qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Sur ces questions-là, devant les Amis du CRIF, Valls a été d'une clarté limpide. Il s'est prononcé en faveur d'Elisabeth Badinter. Donc, dans ce débat idéologique qui, encore une fois, déchire les laïcs en France, Valls, une fois de plus, adopte des positions qui le placent dans le camp des laïcs qu'on pourrait qualifier d'intransigeants ou de ceux qui ne transigent pas, en tout cas, vis-à-vis des progrès d'un certain islamisme. Merci pour ces précisions. Allez, retour en Israël et toujours au chapitre diplomatique. Le pays cherche à former de nouvelles alliances. Le Premier ministre Netanyahou parle depuis longtemps d'un Moyen-Orient nouveau
et il est peut-être en train de se dessiner. Visite tenue secrète d'un ministre israélien à Abu Dhabi. Vous nous en dites plus. Cyril Amar, qu'a donc fait Yuval Steinitz dans le Golfe Persique? Grand mystère, les Émirats arabes unis et Israël n'entretiennent aucune relation diplomatique. Abu Dhabi ne reconnaît même pas officiellement l'État d'Israël, mais dans la balance, Barbara, que pèse donc la cause palestinienne face à la réelle politique et surtout face à la menace iranienne, bien pas lourd. Steinitz s'est donc rendu la semaine dernière dans la capitale de la pétromonarchie sunnite. Officiellement, c'était pour participer à une conférence sur les énergies renouvelables, en sa qualité de ministre de l'énergie donc. Mais sa visite, elle a étrangement coïncidé, Barbara, avec la levée des sanctions, évidemment, contre l'Iran. Il a donc sans doute été question d'énergie renouvelable, mais également d'énergie nucléaire. Alors, ce nouvel idylle entre Israël et certaines monarchies du Golfe n'est pas vraiment nouvelle, en fait. Oui, parce que Steinitz l'avait confirmé en novembre dernier. Il y aura bien un bureau d'intérêt israélien à Abu Dhabi au sein de l'IRNA, c'est l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. C'est un rapprochement qui se confirme donc après la réhabilitation de la République islamique. Israël et les monarchies sunnites qui ont désormais des intérêts convergents, celle de freiner l'influence grandissante de la République islamique, donc de l'Iran. Alors ils ont longtemps bougonné, Israël et les monarchies sunnites, contre la politique étrangère d'Obama. À présent, ils s'organisent dans un paysage diplomatique qui est en train de se redessiner complètement, dans ces alliances qui se renversent. Et l'un des artisans, tout du moins, de cette nouvelle alliance voulue par Benjamin Netanyahu, c'est un proche du Premier ministre. Il s'appelle Yuval Steinitz. Et rappelons qu'il était ministre du renseignement et en charge d'un certain dossier nucléaire iranien. Voilà, Israël et ses nouveaux alliés. Merci Cyril. Il est 12h16 sur I24, c'est le journal. L'essentiel de l'info avec vous, Eleonore. Et oui, à commencer par le Liban, où une étrange alliance s'est scellée hier soir. Samir Jaja, figure politique de la communauté chrétienne, a apporté son soutien à la candidature de son rival historique, Michel Aoun, à la présidence du pays. Un geste qui vise à unir la communauté chrétienne, souvent visée par les tensions interconfessionnelles dans le pays. En Israël, l'ancien président Shimon Peres a finalement quitté l'hôpital Shibat Tel HaShomer 5 jours après y avoir été admis pour des problèmes cardiovasculaires. Il a subi une intervention consistant à élargir une artère, mais il se sent bien, apprend-on par sa porte-parole, et a été autorisé à regagner son domicile. Et puis nous avons appris dans la nuit le décès de Glenn Frey, chanteur des Eagles et co-auteur de cette fameuse chanson Hotel California. Il est décédé à l'âge de 67 ans à New York des suites d'une maladie. Le groupe a annoncé sa disparition par les réseaux sociaux. Voilà pour les titres, merci Éléonore. On jette tout de suite un coup d'œil à la météo du jour. C'est le journal, il est 12h18 à Tel Aviv. Merci d'être avec nous. L'enquête sur les attentats de Paris continue de progresser. Nouvelle interpellation, cette fois au Maroc. Guelel Attar, un belgo-marocain de 26 ans, a été arrêté ce week-end près de Casablanca. David Klezewski nous en dit plus sur cet homme au pédigré assez sérieux. Guelel Attar, c'est le nom de ce Belge arrêté au Maroc par les autorités. Le ministère de l'Intérieur à Rabat affirme qu'il est directement lié à certains auteurs des attentats de Paris. Guelel Attar avait fréquenté les deux principales filières djihadistes en Syrie, Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, puis État islamique. Deux groupes qu'il avait rejoints via la Turquie et avec lesquels il s'est formé à manier des armes. Sur place, il était en contact avec l'un des deux terroristes qui s'est fait exploser à Saint-Denis, mais aussi avec plusieurs chefs de Daesh, avant de revenir en Europe. Selon la presse belge, le suspect avait ensuite fui au Maroc en 2013 avant d'avoir été condamné par contumace en 2015 à Bruxelles. 5 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste et différents vols. Un mandat d'arrêt international avait par ailleurs été délivré depuis novembre 2014, soit 1 an avant les attentats de Paris. La progression de l'enquête confirme donc la filière belge et marocaine. En novembre déjà, c'est un renseignement marocain qui avait permis d'identifier le cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, lui aussi belgo-marocain. Il avait été abattu le 18 novembre dans l'assaut de Saint-Denis.
Le scénario et les noms des commanditaires, mais aussi des commandos, se précisent donc. Le 13 novembre, à Paris, au moins 9 islamistes répartis en 3 groupes ont ciblé le Stade de France, des terrasses du 11e arrondissement et le Bataclan. Et alors que l'enquête avance, ce grief contre la Belgique et son inaction dans la surveillance des terroristes, Julien, la mère d'une victime du Bataclan, veut tout simplement poursuivre l'État en justice. Pourquoi ? L'État belge en justice, absolument. Cette victime, elle s'appelait Valentin. Elle a été tuée donc ce fameux vendredi 13. Et bien, elle estime que tout le monde connaît maintenant le nom de Molenbeek. Tout le monde sait ce qu'il se passait là-bas et que les autorités belges auraient pu se réveiller plus tôt, puisqu'on voit beaucoup d'arrestations ces derniers jours. Elle estime que ça aurait pu être fait avant, qu'il y a une responsabilité meurtrière finalement de l'État belge. Elle s'exprimait hier soir sur la télé BFM TV, chez nos confrères de BFM TV. Je vous propose d'écouter un extrait de cette interview pour comprendre le ton, la tonalité de ses propos. Où sont les responsabilités ? Où sont les responsabilités ? On en est là ce soir, je comprends, 11e djihadiste d'origine en lien avec la Belgique. Alors depuis le 14 novembre, on en a arrêté, on en a une douzaine aujourd'hui, voilà, il y a une douzaine qui sont... Certains sont décédés sur place, on en a arrêté le 18 novembre, là on en trouve encore un, on les reconnaît. Alors, excusez-moi, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu les arrêter avant ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu repérer ces ramifications quand on comprend que le 10e a été retrouvé, identifié, était en lien avec l'attentat du Thalys ? Non, mais on les retrouve seulement après qu'il y ait eu 130 décès à Paris, des familles, des blessés, des familles décimées. Vous l'avez compris, l'élément déclencheur de tout ça, c'est quand elle a compris le lien avec le Thalys, c'est-à-dire qu'il y avait un précédent, ce n'était pas des loups solitaires qui venaient de nulle part, il y avait vraiment une ramification terroriste à Molenbeek. Elle estime que l'État belge aurait dû voir ça plus tôt. Voilà, il faut peut-être rappeler cette connexion belge, on l'a dit, cette filière belge ultra présente dans ces attentats. Oui, on rappelle ça rapidement, l'enquête a établi de nombreuses connexions entre les attentats de Paris et la Belgique, notamment plusieurs suspects, Abdelhamid Abaoud ou encore Chabib, on va voir sa photo, Chabib Akrou qui a été tué dans l'assaut de la police contre un appartement de Saint-Denis, mais il y a d'autres personnes. Il y a les frères Abdeslam dont l'un d'eux est toujours en fuite, et récemment, hier, on a appris que le Maroc a arrêté un suspect d'origine marocaine et belge qui était également lié aux attentats de Paris. Voilà. Donc la destination belge revient systématiquement. Voilà, un Belge de plus. Merci Julien. Et on reste en France avec ce nouveau drame en montagne. 2e avalanche mortelle en moins de 5 jours. Cette fois, ce sont des soldats qui se sont retrouvés pris au piège. Bilan, 5 morts. Lise Barenbaum. 5 militaires sont morts, emportés dans une avalanche à Valfréjus en Savoie ce lundi, alors qu'ils s'entraînaient hors piste. Il y a un drame de nouveau qui s'est produit en montagne avec des militaires qui ont été emportés par une avalanche. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan, mais d'après les informations qui me parviennent, il y aurait 5 décédés parmi les militaires, et les CRS sont actuellement sur le terrain pour sauver des vies. Une cinquantaine de militaires du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol dans le Vaucluse participaient à un exercice dans ce secteur à 2200 mètres d'altitude sur le col du Petit Argentier. Vers 13h50, une plaque avant, une plaque de neige formée par le vent qui peut se détacher facilement de la couche inférieure de la neige, a cédé alors que les militaires étaient presque arrivés au sommet. 11 soldats ont été emportés. Outre les 5 morts, 6 personnes ont été blessées. 2 d'entre elles, retrouvées en état d'hypothermie, ont été transportées dans des hôpitaux à Grenoble et Saint-Jean-de-Maurienne, où 4 autres légionnaires plus légèrement blessés ont aussi été hospitalisés. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête qui doit déterminer les circonstances de l'accident. Le dossier sera ensuite éventuellement transféré à un parquet possédant une compétence militaire, comme celui de Lyon. Les rescapés ont regagné une maison communale après le drame. Des hélicoptères, des pisteurs de la station, des secouristes, des CRS et des maîtres chiens ont participé aux opérations de secours. Les conditions étaient mauvaises ces derniers jours, mais le risque d'avalanche n'était établi qu'au niveau 3. Le président François Hollande a exprimé dans un communiqué la solidarité de la nation. Cette avalanche meurtrière est le 2e accident mortel dans les Alpes en moins d'une semaine. Mercredi, 3 personnes ont trouvé la mort dans la station des Deux Alpes.
C'est le grand jour pour la République numérique. L'Assemblée nationale se met à l'ère 2.0 ce mardi. Débat de ce projet de loi qui s'annonce plutôt consensuel. Son objectif, rendre Internet plus accessible, plus lisible et plus respectueux des droits des utilisateurs. Alors une batterie de mesures sont prévues par ce texte et on s'arrête sur 2 d'entre elles. Avec vous, Rudy, on commence par ce qu'on appelle le droit à l'oubli. Ça concerne les mineurs. Oui, c'est vrai. Alors il faut quand même rappeler que cette République numérique, c'était un des grands chantier du quinquennat de François Hollande, plusieurs fois repoussé. Alors on voit à l'image tous les changements. Effectivement, dans ces changements, le droit à l'oubli des mineurs. Alors on parle là d'un droit indispensable parce qu'il peut avoir des répercussions absolument dramatiques sur la vie des jeunes. En clair, on parle ici de photos, d'images ou de vidéos compromettantes dont la diffusion peut avoir des effets graves. Nombreux sont les cas à travers le monde où des vidéos et des photos humiliantes de mineurs ont été les outils d'harcèlement ou de chantage, et dans le meilleur des cas, alors cela aboutit à une plainte, mais dans le pire des cas, cela peut aboutir à des suicides. Donc la loi qui reprend une loi européenne devrait accélérer et simplifier la suppression de ces vidéos pour les mineurs, car c'est la population la plus touchée et la plus fragile. Le droit à l'oubli pour les mineurs. Deuxième mesure sur laquelle on s'arrête, Rudy, c'est ce qu'on appelle la mort numérique. Oui, c'est pas forcément le sujet le plus joyeux qui soit, mais c'est un véritable enjeu. En tout cas, ça l'est devenu parce qu'aujourd'hui, chaque individu a un compte Facebook, a un mail, a des données, a une bibliothèque musicale, et donc cela pose des tas de questions sur ce que ce patrimoine numérique doit devenir après un décès. Alors le Huffington Post s'est intéressé de près à cette question et il parle réellement de jungle. Aucune loi ne vient encadrer ce qui se passe après la mort. Alors Facebook par exemple permet de désigner un légataire, de créer une page de commémoration, de laisser un message à ses proches. Pour Twitter, il faut remplir un formulaire avec certificat de décès pour pouvoir fermer un compte. C'est un véritable vide et dans cette question, beaucoup de sites privés se sont engouffrés pour régler cette question et la loi devrait aider à résoudre ces problèmes. Voilà, la République numérique en débat à l'Assemblée aujourd'hui. Merci Rudy. Très bref, en sport, cette mauvaise nouvelle pour Rafael Nadal. L'Open d'Australie, c'est fini et dès le premier tour, l'Espagnol a été éliminé en 5 manches par son compatriote Fernando Verdasco. Allez, on se quitte, on se retrouve dans 4 petites minutes. On reparle du livre de Nicolas Sarkozy qui sort lundi prochain.